Merci pour l'introduction. Ma présentation va être en anglais, c'est-à-dire les slides, mais je vais parler en français, comme ça c'est bilingue pour le public. So I'll speak in French, but don't hesitate to ask questions in English, and all my slides are in English, so for English people. Donc, bonjour, mon nom est Myriam Prazo-Aymon, je suis une étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal sous la supervision de Julie Lovacek-Larondeau. Et aujourd'hui, je suis très excitée de vous présenter mon projet de maîtrise, un projet qui est nouveau, qui est exploratoire et qui ouvre des portes vers plein d'autres sujets. Donc, on va commencer tout de suite avec un contexte théorique puisque j'assume en fait que le public ici présent ne connaît pas beaucoup l'astronomie, donc je vais commencer vraiment à partir des bases. Donc, d'abord, ici, on a le cycle de vie d'une étoile. C'est peut-être un diagramme que vous avez déjà vu. Pas besoin de le comprendre. Moi, dans le fond, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les étoiles qu'on dit average star, des étoiles qui ressemblent à notre Soleil, ainsi que les étoiles massives. Et comme vous voyez à la fin, il y a trois objets, des naines blanches, des étoiles à neutrons et des black holes. Donc ça, en fait, c'est l'étape ultime du cycle de vie d'une étoile. Moi, j'aime ça dire des cadavres stellaires. Donc, c'est vraiment dans le thème Halloween en ce moment. Et en fait, nous, on se concentre beaucoup sur les objets qu'on appelle X-ray binaries. Et enfin, un X-ray binary, c'est composé de deux objets. Le premier étant un objet qu'on dit compact. Donc, c'est les trois objets que je vais vous présenter, les trois cadavres stellaires, les étoiles naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Et à ça, on ajoute une étoile qu'on dit donneuse. Donneuse, puisque dans le fond, son matériel va être aggloméré autour de l'objet compact via le processus qu'on appelle accrétion. Et en fait, tout ça ensemble, ça donne un binaire X, ou en anglais X-ray binaries. Et pourquoi on appelle ça X-ray binaries? C'est parce que dans le fond, le disque ici, dans lequel la matière va s'agglomérer, qu'on appelle le disque d'accrétion, mais ça émet beaucoup de rayons X. Mais par contre, nous, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas du tout aux rayons X. Vous allez voir plus tard pourquoi. Donc, 10 fun facts sur les X-ray binaries. En fait, avant l'obtention de la première image d'un trou noir, donc celle qui a fait toutes les nouvelles en 2019, les X-ray binaries, c'était une manière indirecte de prouver l'existence des trous noirs. Donc, avant justement la première image, on avait juste des preuves indirectes et les X-ray binaries en faisaient partie. Et un autre fait intéressant, c'est ça, c'est que vu leur nature vraiment extrême, c'est vraiment des laboratoires uniques pour étudier plein de phénomènes astronomiques qui sont soumis vraiment à des conditions vraiment extrêmes. Et donc, tout ça pour dire que ce projet-là se concentre sur les binaires X, les X-ray binaries. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des compagnons substellaires dans ces environnements-là. Donc, autour des X-ray binaries, nous, on cherche, je pourrais pas avoir des objets, des compagnons, même des disques et des phénomènes inexplorés à ce jour. Quand on parle de compagnons substellaires, on parle d'exoplanètes et de naines brunes. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi ces objets-là, d'abord, les exoplanètes, c'est le mot exo en grec veut dire hors de. Donc, c'est toutes les planètes qui sont hors de notre système solaire. Et les naines brunes, quant à elles, c'est malheureusement ce qu'on dit des étoiles manquées, puisqu'elles n'ont pas eu assez d'énergie pour enclencher les processus nucléaires propres aux étoiles. Donc, quand on parle de compagnons substellaires, on fait référence à ces deux objets-là. Évidemment, il y a plein d'autres objets qui sont sous la masse du Soleil, comme des comètes, des lunes, des choses comme ça, mais nous, on s'intéresse vraiment à ces deux types d'objets-là aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'histoire du projet. Donc, comment on en est venu vraiment à commencer ce projet-là et pourquoi physiquement et scientifiquement, c'était possible de le faire. D'abord, la première chose, c'est que les premières exoplanètes qui ont été découvertes ont été trouvées autour de pulsars. Des pulsars étant des étoiles de neutrons qui tournent extrêmement rapidement dans les années 90. Donc, même, on sait déjà en fait que les exoplanètes peuvent exister dans des environnements assez extrêmes. Donc, ça a été notre premier argument. Le deuxième argument, c'est que dans les 2 dernières décennies, la science des exoplanètes a vraiment explosé. C'est-à-dire, il y a eu énormément d'articles et de découvertes qui ont été faites dans ces 2 dernières décennies-là. Et ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que, premièrement, on pouvait trouver des exoplanètes de plein de tailles différentes, donc autour de la Terre, autour de Jupiter, entre les deux, plus petits, plus gros. C'est vraiment très diversifié. Mais aussi, on a des planètes, des fois, qui sont très, très proches de leur étoile et même des fois très, très loin. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on sait que c'est très diversifié et on peut trouver des exoplanètes un peu n'importe où.
Le troisième argument, c'est qu'il y a une étude théorique qui a été publiée en 2018 qui a prouvé, en fait, qui a argumenté que les binaires X pouvaient potentiellement héberger des systèmes planétaires. Et finalement, puisque on a beaucoup d'interactions dans ces systèmes-là, donc juste le fait, le binaire X en soi, qui est un système binaire, ben, ça va faire beaucoup d'interactions. Donc, que ce soit entre justement les deux éléments du binaire X ou même avec son environnement, avec les possibles planètes. Mais en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment pousser vers l'extérieur les planètes s'il y en a. Donc, on s'entend avoir des planètes qui sont assez loin du système. Mais maintenant, on peut se poser la question, comment on fait pour observer des exoplanètes? Parce que vous avez sûrement déjà compris, des exoplanètes, c'est vraiment plus petit qu'une étoile. Même ici, dans l'image, c'est vraiment pas à l'échelle. Et en fait, ce qui se passe quand on essaie d'observer des exoplanètes, c'est que c'est masqué par la lumière de l'étoile centrale. Donc, il faut trouver des trucs, il faut trouver des manières d'essayer comment dire, contourner ce problème-là pour détecter les exoplanètes. Donc, il y a deux grandes catégories d'exoplanètes, de méthodes de détection d'exoplanètes. D'abord, c'est les méthodes qu'on dit indirectes. Indirectes parce qu'on détecte, on ne voit pas avec une photo, je veux dire, l'exoplanète, mais c'est des méthodes qui sont très populaires et qui permettent de trouver beaucoup d'exoplanètes. Peut-être que vous connaissez déjà la méthode du transit. Donc, la méthode du transit, c'est quand on est chanceux et qu'une exoplanète passe devant son étoile et qu'on puisse voir la variation de lumière de l'étoile. Par contre, nous, on utilise plus ce qu'on appelle l'imagerie directe. Donc, comme vous voyez ici, c'est une image vraiment célèbre pour laquelle on a imagé 4 exoplanètes. Ça a été fait ici à l'Université de Montréal, donc très grande découverte dans les années 2000. Et en fait, pour faire de l'imagerie directe, il faut plein de conditions spéciales parce que ce n'est pas tous les systèmes qu'on peut observer comme ça avec de l'imagerie directe. Donc, il y a 3 grands critères, il y en a plus, mais ça, c'est les 3 principaux. Il faut que le système soit jeune. Il faut que les planètes qu'on va observer soient géantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent émettre leur propre lumière et que cette lumière-là soit détectable. Et finalement, il faut que les orbites soient assez grandes. Et nous, ça tombe bien parce que dans nos systèmes, on respecte ces 3 critères-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser l'imagerie directe versus les méthodes indirectes. Alors maintenant que je vais vous parler d'imagerie directe, on va comprendre ça a été quoi le processus pour observer les exoplanetes. Parce qu'en astronomie, c'est vraiment difficile d'avoir des observations et c'est beaucoup un challenge, surtout notamment dans les exoplanètes, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un échantillon de 19 binaires X. Donc on a regardé dans la Voie lactée, on a pris justement les binaires X, c'est des objets qui sont assez rares, et on a fait un échantillon de tous les exoplanetes qui pouvaient potentiellement être observés par imagerie directe. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est préparé pour ce qu'on appelle l'imagerie au contraste. Donc, c'est un mot qui veut dire, imagerie au contraste, ce que ça veut dire, c'est juste que, comme je vous ai dit tantôt, la lumière d'une étoile cache celle des exoplanètes. Donc, on essaie le plus possible de faire ressortir les d'outils, c'est la coronographie. Comme vous voyez dans l'image ici, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on cache la lumière de l'étoile centrale pour pouvoir mieux voir qu'est-ce qu'il y a autour, donc potentiellement les exoplanètes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir des filtres dans l'infrarouge. Donc, je vais parler de rayons X tantôt, mais vous allez comprendre pourquoi on choisit l'infrarouge, parce que nous, on s'intéresse aux exoplanètes. Et ça, c'est la longueur d'onde pour lesquelles les exoplanètes sont les plus brillantes. Donc, évidemment, nous, on veut se donner toutes les chances possibles de détecter des exoplanètes. Et donc, finalement, avec tous ces outils-là en main, on a observé avec le télescope WMKEK à Hawaï et l'instrument NIRTU en utilisant un coronographe. Et donc, en 2017 et 2018, on a observé 7 binaires X et en 2020, on a observé 9 autres binaires X pour un total de 14. Donc, maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est les premières images au contraste de binaires X. Et je vais mettre l'emphase sur le mot « première » parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Donc, les images que vous allez voir, qui vont bientôt être publiées, c'est les premières images de ce type-là pour des binaires X. Donc, d'abord, je vais vous en présenter une seule. Pour l'objet, en astronomie, les noms ont tout le temps des drôles de noms, donc désolé pour ces noms-là. Donc, comme vous voyez ici, l'objet central est masqué et on peut voir un seul candidat ici, la source B. Donc, même chose pour l'objet ici, un autre candidat. Et finalement, cet objet-là, on a 2 candidats.
Et comme vous pouvez voir dans ces images-là, des fois, ça arrive qu'on a pas mal plus qu'un ou deux candidats. Donc, des fois, on peut en avoir, comme vous voyez ici, presque 10. Et même dans d'autres images, on peut en avoir une quinzaine, une vingtaine, une trentaine. Donc, ça dépend vraiment là, d'où est-ce qu'on regarde dans le ciel puis qu'est-ce qu'on détecte. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, je vais vous expliquer par la suite, c'est que quand on détecte ces objets-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des exoplanètes. Et plus tard, je vais vous présenter comment on fait pour déterminer, en fait, la nature de ces objets-là. Et juste avant de continuer, j'aimerais vous présenter 3 objets très célèbres pour lesquels on a pris des images au contraste. Donc, d'abord, on a ici l'objet Gamakast. Donc, celui-là a un vrai nom, heureusement. Et comme vous pouvez voir, on a 2 candidats ici. Ça sera un candidat stellaire et ça a été confirmé que c'est bel et bien un compagnon. Et ici, on a le compagnon B qu'on ne voit pas beaucoup dans l'image, que ça sera un compagnon substellaire. Donc, possiblement une exoplanète ou une naine brune. Et Gamakast, en fait, c'est un binaire X avec comme compagnon une étoile naine blanche. Ensuite, il y a l'objet X Persei. Comme vous voyez ici en haut, donc ça, c'est un objet pour l'objet compact, c'est une étoile à neutrons. Et comme vous pouvez voir, on a 2 compagnons ici substellaires, donc une ici qui serait possiblement une exoplanète, et ici, il serait potentiellement une naine brune. Et finalement, un objet extrêmement célèbre, Cygnus X1, pour lesquels on a trouvé un compagnon qui pourrait potentiellement être une naine brune. Cygnus X1, je vous ai dit tantôt, en fait, que les binaires X étaient une preuve indirecte de l'existence des trous noirs. Bien, Cygnus X1, ça a été pas mal le premier objet pour lequel on a affirmé que c'était un trou noir. Donc, c'est super intéressant, cet objet-là. On l'a pris également en photo avec de l'imagerie au contraste. Donc, je vous ai dit tantôt, les sources qu'on détecte, ça ne veut pas dire que c'est des exoplanètes, ça ne veut pas dire que c'est des compagnons substellaires, ça ne veut même pas dire nécessairement qu'ils sont liés au système. Donc, comment on fait pour déterminer si c'est lié ou pas? Parce que comme ça pourrait très bien être des étoiles de background. Ça, ce que ça veut dire, c'est des étoiles de fond, c'est-à-dire des étoiles très, très, très brillantes, que leur lumière a été capable de se transmettre dans notre image. Donc, ça ne veut pas dire, c'est ça, que c'est nécessairement un compagnon. Mais ça pourrait bel et bien être un compagnon qui est lié par la gravité et qui orbite autour du binaire X. Donc, on a 4 méthodes principales ici qu'on utilise dans ce projet. D'abord, l'astrométrie. C'est le plus intuitif, le plus rigoureux. Donc, c'est vraiment simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre les mêmes photos dans quelques années et on va voir si les compagnons ont bougé. Et selon les lois des orbites, les lois de Kepler, est-ce que ça a bougé tel qu'on s'y en attend? La deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle un diagramme couleur-magnitude. Donc ça, je sais, pour les gens qui ne sont pas en astronomie, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bref, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la magnitude, donc c'est-à-dire la brillance de nos objets, à des modèles et on déduit est-ce que c'est plus cohérent avec des étoiles ou alors des exoplanètes. La troisième chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la probabilité de fond, ou l'estimation de la population stellaire. Donc, en fait, nous, depuis des années, il y a plein de surveys dans le ciel et on est capable maintenant de prédire combien d'étoiles on s'attend à telle brillance, par exemple. Donc, si par exemple, notre modèle nous dit « Ah, ben on s'attend à voir 5 objets dans ton image », puis que nous, dans notre image, on détecte 10 objets. Ça veut dire qu'il y a 5 objets qui ne sont pas expliqués par le modèle. Donc, ça nous donne une indication que c'est peut-être des compagnons qui n'ont juste pas été découverts encore. Et finalement, évidemment, on peut demander plus d'observations, donc que ce soit de la spectroscopie, que ce soit d'autres bandes, que ce soit d'autres télescopes, pour évidemment avoir plus d'informations sur la nature des objets. Donc, en conclusion, ce que je veux vous retenir, c'est que les compagnons substellaires, dont les exoplanètes et les naines brunes, peuvent exister dans des environnements extrêmes. Aussi, les images que je vous ai présentées, c'est les premières images au contraste de binaire X. Donc, ce qui fait que le projet est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Parce que ça m'amène à mon troisième point, c'est que ça ouvre un petit peu de la nouvelle science. Les exoplanètes vraiment qui orbitent autour de naines blanches, d'étoiles à neutrons, de trous noirs. Et en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que ça combine deux projets, 2 domaines, en fait, qui ne travaillent pas ensemble d'habitude, c'est-à-dire les exoplanètes et l'astrophysique de haute énergie, ce qui inclut les trous noirs. Et finalement, en fait, si on trouve des compagnons autour de binaire X, en fait, ça redéfinit complètement notre compréhension des binaires X parce que nous, on s'attend à ce que ça soit des objets binaires, c'est-à-dire avec 2 objets. Et là, tout d'un coup, il prend en avoir plusieurs. Donc, ça redéfinit vraiment comment ces objets-là peuvent se former, comment les planètes peuvent survivre dans des environnements comme ça. Donc, comme je disais tantôt, ça ouvre vraiment une porte
Et puisque ce projet-là est nouveau, exploratoire, c'est un peu ça que ça fait le projet. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je serais prête à prendre des questions en français ou en anglais. Merci beaucoup.